Salut tout le monde, bienvenue à la rencontre mensuelle du comité des jeunes de la ville. J'aimerais débuter en remerciant Normand, ici à côté de moi, qui prendra sa retraite cette année, Ah ben Montorieux, toi! tout comme 5 autres de nos présents membres. Hey, salut! Salut. Moi aussi! On souhaite aussi remercier Nicole, dans le fond, hein? Salut Nicole, Salut tout le monde! pour son implication légendaire au sein du comité relève. Bravo, Nicole. Lâche pas, ma Nicole. C'est pas de ta faute s'il n'y a pas de jeunes sur ton comité. Les jeunes veulent juste pas s'impliquer le samedi 6 h du matin. Mais gars, ça, c'est pas de ta faute, là. Mais non! Mais non. Peut-être un petit peu quand même. Là. À l'ordre du jour aujourd'hui, là, je vous propose 4 points. Là. Premièrement, qu'est-ce que les jeunes veulent? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? Troisièmement, y en ont-tu vraiment de besoin? Puis quatrièmement, ben, ça se pourrait qu'on parle de la disparition du comité relève. Oh ouais, excusez tout le monde, là, je suis vraiment désolé du retard. Là. J'ai dû amener mes 2 anneaux avec moi. Là. C'est-tu correct s'ils participent ou Ah, ben là, c'est pas vraiment dans nos habitudes, ça, Eric. Là. Bon, pour aujourd'hui, on va le tolérer, là, mais la prochaine fois, si on peut limiter la présence des jeunes, là, ça nous aiderait à avancer un petit peu plus vite. Là. Ouais, merci. OK, va-t'en dans le coin, toi, là. Ouais, excusez encore tout le monde, là. Désolé. Commençons avec notre premier point à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Y a-tu quelqu'un ici qui a une idée? Ben, j'en avais une, mais à cause de mes ados, je l'ai oublié. Bienvenue au balado de l'OQL, mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille 3 merveilleuses personnes pour nous parler des inégalités sociales chez les jeunes. Dans notre société, les inégalités sociales se cachent partout. Même en arrière de toi, attention! Ben non. Les inégalités sociales sont des fois visibles, d'autres fois invisibles et souvent méconnues. Notre job à titre de travailleur en loisirs, c'est de les identifier. D'en identifier souvent la cause et les conséquences pour en diminuer les effets sur notre monde de toutes les façons possibles. Alors, que ce soit lors de la création d'une programmation d'activités ou d'événements, ou lors de la rédaction d'une politique, ou même la conception d'une infrastructure, on se doit d'avoir en permanence les lunettes qui nous permettent de voir la réalité de la masse, mais aussi des individus. Et quand je parle d'inégalité sociale, je parle de quoi au juste? L'Observatoire des inégalités sociales propose la définition suivante. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et des services socialement hiérarchisés, donc qu'une partie des autres ne détiennent pas. Il y a un élément qui me semble super pertinent par rapport à la définition, c'est l'aspect socialement hiérarchisé. Donc, une personne dans un party qui a un Tamagotchi que 10 autres personnes dans le même party peuvent pas avoir, c'est pas forcément une inégalité sociale. Parce qu'on est en 2024 puis que la popularité des Tamagotchi, est morte en 1997. Donc, la personne qui détient le Tamagotchi a aucun statut social plus haut que les autres. Et je dirais même que ça se pourrait qu'elle ait plusieurs regards de malaise de ses proches. Regardez tout le monde, mon Tamagotchi a faim. C'est beau, Joël. On t'accueille tous malgré ta différence. Par contre, si un groupe de personnes ou un individu a accès à une meilleure éducation, donc à des meilleurs salaires et conditions de vie, donc à un statut social plus haut dans la société, donc à accès à des services de meilleure qualité, ou même juste à un droit de parole, là, on rentre dans la définition d'inégalité sociale. Pour les jeunes, les inégalités sociales peuvent prendre plusieurs formes. Et il existe justement une panoplie d'outils pour nous permettre de les identifier, voire même de les contrer. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Fletcher, docteur en philosophie et en pédagogie, philosophe de l'enfance et directrice et fondatrice de l'organisation de bienfaisance Brilla. Charlotte Fournier, étudiante au baccalauréat en psychologie, profil thèse de spécialisation, et ancienne campeuse et animatrice dans un camp de vacances des Laurentides. Et on finit avec Jérémy Latreille, doctorant en psychologie à l'UQAM et membre de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM. Débutons tout d'abord avec Charlotte pour discuter des liens possibles entre le loisir et les inégalités sociales. Charlotte? À toi la parole! Je pense qu'il y a reproduction des inégalités sociales dans tous les contextes. Donc, évidemment, le loisir fait pas exception. On peut penser, par exemple, au fait que dans les quartiers qui sont plus précarisés, où il y a un seuil de défavorisation qui est plus élevé,
ben il y aura moins d'offres de loisirs parce que les gouvernements investissent moins justement dans des offres de loisirs dans ces quartiers-là, ou parfois les loisirs existent, mais pour des familles qui sont moins en moyens, ben c'est tout simplement inaccessible financièrement. Parfois, c'est au niveau du transport aussi que ça peut jouer. Les loisirs sont trop loin de la maison, donc les familles n'y ont pas accès ou ne vont pas justement aller chercher ces opportunités de loisirs-là. Encore une fois, dans un contexte plus estival, parce que c'est ça, c'est là que je m'y connais plus. On parle selon l'Association des camps du Québec, là, c'est des données de 2020, on parle d'un coût moyen de 450 $ par semaine pour un séjour en camp de vacances. Donc ça, c'est la moyenne, là. Donc c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement dispendieux. Donc c'est sûr que les inégalités sociales sont reproduites aussi dans l'accès à ce genre de loisirs-là qui sont vraiment inabordables pour des familles en situation de défavorisation. Puis ça a des impacts, en fait. Donc, quand les familles peuvent pas se payer des séjours en camp de vacances, etc., surtout, c'est ça, l'été, ce que ça peut avoir comme impact, c'est que les jeunes, en revenant à l'école en septembre, ben, ils connaissent des retards scolaires, ils n'arrivent pas avec le même bagage en ayant été stimulés de la même manière durant 3 mois d'été. Donc là, reviennent en classe, puis c'est plus dur de rattraper, de revenir, de reprendre le rythme de la même manière que leurs pairs qui sont plus favorisés. Dans le monde anglophone, on appelle ça le summer slide. Donc, c'est documenté que toutes sortes de contextes de loisirs, comme les camps de vacances, justement, vont aider à contrer ce summer slide-là, donc à venir pallier à ces inégalités sociales-là là, qui touchent les jeunes. Je sais pas pour vous autres, là, mais le terme summer slide, qu'on peut traduire en français par glissade de l'été, c'est comme le terme le plus joyeux pour nommer un phénomène aussi négatif pour la réussite éducative de nos jeunes. J'ai comme l'impression qu'ils ont pris cette expression-là dans Grease. Summer slide happens so fast. Ceci dit, si vous voulez en savoir un peu plus sur le phénomène des glissades de l'été, ben je vous invite à aller consulter le site de Village Vacances Valcartier. Attendez, non, mauvaise note. Je vous invite plutôt à aller visiter le site du Réseau québécois pour la réussite éducative. On peut d'ailleurs y lire que la glissade de l'été peut engendrer un retard qui est difficile à rattraper pour le jeune lors du retour en classe. Elle peut même entraîner des répercussions sur son parcours scolaire à long terme. Il mentionne sur le site notamment que les impacts de ce recul sur les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques peut augmenter le risque de décrochage scolaire. On revient donc à mon cercle vicieux de tantôt. Un jeune décrocheur n'aura sans doute pas le même accès au même type d'emploi qu'un jeune qui a poursuivi ses études. Il est donc fort probable que ce jeune décrocheur ait accès à des emplois avec de moins bonnes conditions, un emploi moins valorisé dans la société, donc un statut moins haut que les autres. Bref, ce jeune aura sans doute moins de chances que les autres, et ce, à cause d'un contexte auquel il a très peu de pouvoir. Comme je le mentionnais tantôt, les inégalités sociales prennent plusieurs formes. Comme nous venons de le voir, l'accès aux multiples facteurs favorisant la réussite éducative en est un. Mais qu'en est-il du droit de parole ou même de la valorisation de l'opinion du jeune? Est-ce possible qu'à titre de travailleur en loisirs, on n'a pas toujours le réflexe d'aller voir le jeune lorsqu'on développe quelque chose pour eux? Nathalie, pourrais-tu nous parler un peu plus de l'adultisme? Oui, alors l'adultisme, c'est un type de discrimination qui est comparable au sexisme, au racisme, au capacitisme, à toutes ces formes de préjugés qui sont basées sur des erreurs de pensée, très souvent. Mais c'est un type de discrimination qui est agiste contre les enfants en particulier, où on a en tête, même si c'est inconscient, une image idéalisée de c'est quoi un humain. Et souvent, c'est un homme blanc, privilégié, hétérosexuel, riche, comme éduqué. Et sans s'en rendre compte, on juge un enfant pour l'absence de ces qualités qu'on trouve sont idéales d'une personne comme établie, accomplie, digne d'être imitée. Alors, au lieu de voir l'enfant comme une personne à part entière, on voit l'enfant comme étant déficient face à l'adulte. Comme on le voit comme un adulte en devenir, un être déficitaire. Pour le moment, c'est comme si l'enfant n'a pas de valeur. On veut juste cultiver des choses pour le préparer à être utile plus tard. C'est d'ailleurs une conception qui est très capitaliste aussi. On ne voit pas une valeur intrinsèque dans l'enfant. On voit juste ce qu'il peut devenir. Alors, c'est super problématique parce que ça peut créer plein d'injustices, notamment ce qu'on appelle en philosophie l'injustice épistémique. Alors, l'injustice épistémique, c'est une façon un peu trop sophistiquée de parler de l'injustice au niveau des connaissances. Alors, si on est injuste de manière épistémique contre quelqu'un, c'est qu'on ne valorise pas la personne comme source de connaissances ou comme capable de créer, de contribuer aux connaissances. Alors, dans ce cas-ci, on ne voit pas les enfants comme étant dignes
de co-construire avec nous des connaissances humaines parce qu'on les voit comme étant juste en devenir. Alors, selon moi, la source de ça, c'est comme une sous-estimation par rapport aux jeunes à 2 niveaux. Premièrement, au niveau de leur capacité. On ne les voit pas comme étant capables de réfléchir profondément, de se positionner sur des grandes questions. Et aussi, on sous-estime leur perspective parce que même si leurs idées sont aussi développées ou peut-être ont autant de potentiel que les idées des adultes, on les diminue en importance à cause du fait qu'elles proviennent de la bouche des enfants. Alors, c'est un genre de sous-estimation continue qui fait en sorte qu'on voit l'adulte comme étant idéal et l'enfant est à moins de valeur, même pas de valeur selon les contextes. Papa, j'aimerais jouer au soccer aujourd'hui. Oh, attends, ma belle, là, laisse 2 secondes à papa. Là, je dois planifier la journée, puis j'arrive pas à nous trouver une activité. On pourrait faire du bricolage après le soccer. Mon amour, va jouer avec ton frère, s'il te plaît. Là. Papa va vous trouver des activités, puis après ça, on ira jouer ensemble, OK? Cet extrait peu glorieux de ma propre vie a été pris, imaginez-vous donc, lors du montage de cet épisode. Ah, douce ironie. C'est ok, papa. Je te pardonne d'être un adulte. Merci, Pinot. Si toi aussi c'est quelque chose qui t'est arrivé, merci de m'envoyer un message pour que je me sente moins seul. Mais là, je vous avais promis des pistes de solutions, des outils, des concepts utiles, du concret et tout autre synonyme. Eh bien, attachez vos lunettes parce que c'est ici que ça commence. Avez-vous déjà entendu parler de la psychologie communautaire? Non? Eh bien, Jérémy, qu'est-ce que la psychologie communautaire? Et là, attention, ça se pourrait que vous trouviez plusieurs liens avec votre rôle en loisir. On peut déjà y aller avec le mot psychologie. Quand on pense à psychologie, on pense à un psychologue qui est dans un bureau, qui parle avec quelqu'un, puis qui l'aide dans ses difficultés, en one-on-one. La psychologie communautaire, elle, c'est pas en one-on-one. Elle essaie de faire ça à plus large échelle, à une échelle plus élevée. Aussi, quand on est en psychologie, on fait de l'intervention. On essaie d'aider la personne dans ses problèmes actuels de sa vie. La psychologie communautaire, elle essaie d'être en amont, avant que ça arrive. Donc, de promouvoir et de faire la prévention de la santé chez les gens, la santé de la population en général. Essayer de voir c'est quoi les facteurs psychologiques qui influencent la santé des gens. Donc, autant leur santé physique, psychologique, etc. Mais de voir c'est quoi les facteurs psychologiques là, qui peuvent les aider avant qu'ils arrivent devant un problème dans leur vie. Donc pour ça, on travaille beaucoup avec des personnes, par exemple des organismes communautaires qui travaillent en itinérance, par exemple. On pourrait se demander si ces interventions aident vraiment les itinérants. On prend ça pour acquis, mais est-ce que vraiment leur travail qu'ils font aide à faire en sorte que les personnes qui sont au milieu d'itinérance sont capables de se sentir bien dans leur vie de tous les jours, sont capables d'en sortir aussi. Donc, le psychologue, souvent, ces personnes-là vont essayer de faire appel à des gens externes pour venir évaluer ça. Le psychologue communautaire va arriver puis il va évaluer ça. Aussi, des personnes qui bâtissent un programme, donc un nouvel organisme qui voudrait justement desservir une population, par exemple encore en itinérance, ferait appel à quelqu'un pour l'aider à bâtir son programme, à savoir de quelle manière on intervient avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour intervenir, combien d'intervenants ça prend, ce serait quoi les qualifications pour ces intervenants-là, etc., etc. Un des bons exemples aussi au Québec qu'on a de psychologues communautaires, c'est toute la question du suicide. Avec Suicide Action Montréal, fait un travail vraiment monumental là, pour aider les gens qui sont en crise suicidaire. Ben, derrière ça, il y a beaucoup de psychologues communautaires qui travaillent à les aider à bâtir leur programme. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui sont au téléphone, etc., etc. Donc, faire des formations auprès de ces gens-là. Il y a beaucoup de psychologues communautaires derrière ça. Entre autres, à l'UQAM, il y a Brian Michara puis toute son équipe qui travaille sur le suicide depuis des années le suicide auprès des polices, le suicide la prévention du suicide, auprès des polices, la prévention du suicide auprès de plein de populations où c'était un sujet tabou avant. Puis maintenant, ça ne l'est plus grâce à ces psychologues communautaires-là. Je sais pas pour vous, mais je crois que les travailleurs en loisirs et les psychologues communautaires auraient possiblement avantage à travailler ensemble au bénéfice de nos propres populations. Une autre profession qui me semble peu connue par les professionnels en loisirs, c'est l'enfant philosophe. Noémie, viens manger, ma grande. Mais mère, lorsque je mange, est-ce mon corps qui absorbe la nourriture ou la nourriture qui envahit mon corps? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ma grande, viens manger après, faut faire tes devoirs. Mais est-ce que mon devoir ne devrait-il pas d'être moi? Mais qui est ce moi? Je ne sais pas, je ne sais plus.
Ma belle, es-tu encore en train de philosopher dans ta tête, là? Mais mère, je pense donc je suis, et si je suis sans penser, c'est alors que je ne suis pas, je ne sais pas, je sais rien, donc qui suis-je? Ben, voyons donc, ça se peut pas, ça. Attends, 2 petites secondes. Bon, une autre profession, un peu connue pour le professionnel en loisir. Ah! Philosophe de l'enfance! Ben, gars, moi ça, si ça tombe bien. Notre invitée, Nathalie Fletcher, est justement philosophe de l'enfance, puis elle a fondé, en plus, un organisme de bienfaisance qui s'appelle Brilla. Tu connais pas? Ben oui, c'est l'organisme qui met de l'avant une approche de philosophie créative, là, la philocréation. Non? Bon ben, Nathalie, dis-nous en plus sur la philocréation de bord. Alors, c'est une approche qui existe depuis plus de 16 ans, qui a été développée par l'organisme caritatif Brilla, que j'ai fondé justement parce qu'il manquait d'occasion pour les jeunes d'avoir cette relation de jeu avec les concepts. Comme est-ce qu'on peut jouer avec les concepts? Est-ce qu'on peut jouer avec les concepts comme on joue avec des ballons ou avec des jeux de société, comme ça aurait l'air de quoi? Et bien que la philo pour enfants met beaucoup l'accent sur des ateliers scolaires, ce que je trouve très important, on en fait beaucoup aussi à travers Brilla, il y a quelque chose de spécial dans des contextes informels, qui sont éducatifs, même si c'est pas nécessairement l'objectif premier. Alors, à Brilla, on fait des grandes vacances, on fait des ateliers parascolaires, et puis c'est comme si on peut créer des espaces à part où les jeunes peuvent repenser le monde. Rien de moins, comme repensons le monde. Et de quoi est-ce qu'il pourrait avoir l'air? Alors, on a un espace à la campagne, à peu près 1 heure au nord de Montréal, dans la Naudière. Et puis ici, c'est cette liberté, justement, de pouvoir réfléchir à toutes les questions qui nous préoccupent, les concepts qui sont vivants pour nous en ce moment. Alors, les questions de liberté, de justice, de pouvoir, de l'environnement, de l'amitié, tout ça, on peut y réfléchir, on peut penser aux problèmes dans le monde et puis on peut imaginer des solutions ensemble. Et puis, on peut faire des projets créatifs aussi. Alors, c'est autant dialoguer sur ce qu'on pense, échanger sur nos idées actuelles, mais ensuite les tester via des projets créatifs, artistiques, activistes, où les jeunes sont capables de se percevoir comme étant des agents du changement. Alors, s'ils se voient en train de le faire, ils le pratiquent dans un espace sécuritaire qui est ludique, où on s'amuse beaucoup, mais qu'on est très respectueux de leurs idées. Alors donc, ils se perçoivent comme étant capables et puis peut-être qu'ils vont oser le refaire. Ils vont le faire dans leur conseil étudiant, ils vont le faire dans leur communauté, ils vont vouloir être plus impliqués. Alors, c'est de créer des espaces où les jeunes sont vraiment capables d'essayer, d'expérimenter avec cette pensée et cette action autonome, tout en s'amusant. Le fait de s'amuser sans pression, pas d'évaluation, pas de notes, rien comme ça, c'est tellement important parce qu'ils se voient et disent « Hey, je suis capable! » Et pour moi, ça, c'est comme le moment le plus fort, de leur voir en train de dire comme « Je suis en train de le faire, je suis capable, je pourrais recréer ça moi-même plus tard. » C'est à ça que ça sert et c'est aussi un espace hors des pressions du quotidien qui peuvent être aussi stressants et aussi anxiogènes pour les jeunes que pour les adultes. On le voit de plus en plus. Avant de se laisser, on a toujours pris l'habitude, une très bonne habitude, d'avoir un mot de la fin qui nous permet de centraliser l'essentiel de l'épisode. Ben pour l'épisode d'aujourd'hui, laissons la parole à Jérémy Latreille qui nous partage son cri du cœur pour la jeunesse. Il y a des gens qui peuvent réfléchir, OK, qu'est-ce qui pourrait être bon pour les jeunes? Ben, allez leur demander. Genre, prenez des jeunes, là, puis payez-les pour être avec vous, puis jaser de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie, de comment ils aimeraient changer leur environnement. C'est eux qui ont la réponse. Moi, je suis un canal de communication, là. J'ai plus 15 ans, tu sais. Oui, j'ai déjà eu 15 ans, mais c'était pas pareil. Puis aujourd'hui, moi, je fais juste essayer de transmettre la parole de ces jeunes-là à travers toutes les entrevues que j'ai faites là. Mais la meilleure solution, si vraiment il y a une chose que ma thèse doit mettre de l'avant, là, c'est que ces jeunes-là sont parlables. Allez leur parler, c'est eux qui ont la réponse. C'est eux qui ont toutes les réponses à vos questions. Faites en sorte que ce soit attrayant pour eux de venir à vos comités, tu sais. Puis ils sont wise, là. Ils ont tellement de choses à dire. Moi, j'étais dans des rencontres avec plein de jeunes des fois, puis j'étais comme, OK, ouais, lui, il est plus intelligent que moi, là. Je suis en dehors de la game, là. C'est ce qui met fin à cet épisode du Balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé de cet épisode.
On souhaite bien sûr remercier nos invités spéciaux et nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Nathalie Fletcher, Charlotte Fournier et Jérémy Latreille.